Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, je vous propose que nous démarrions notre réunion de ce jour avec une table ronde importante qui suit la réélection et l'investiture du président américain. Et nous allons débattre des relations entre l'Europe et les États-Unis. Et évidemment, le contexte géopolitique global qui se poursuit dans ce cadre-là. Je voudrais d'abord remercier nos intervenants qui sont à nos côtés aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, Madame la directrice. Merci infiniment de nous avoir rejoints et merci d'avoir accepté de décaler un petit peu le début de cette réunion parce que nous avions le projet de loi d'urgence sur Mayotte à voter. Je crois que c'était important que tous les collègues puissent le faire et ensuite venir participer à ce débat important. Je le disais, c'est un sujet et une discussion cruciale puisque notre Europe est mise au défi maintenant depuis de très nombreuses années. Elle est mise au défi évidemment par la Russie qui n'est pas que belliqueuse avec l'Ukraine mais aussi avec un certain nombre de pays européens. Nous avons encore vu ces dernières heures un bateau espion russe qui a été pris en chasse par la marine britannique dans la Manche. Nous avons vu la semaine passée un avion de surveillance maritime français subir des mesures d'intimidation de la part de la Russie. Et donc ce pays mène une guerre hybride assez brutale et assez directe vis-à-vis des pays européens et évidemment de la France. Nous voyons également la Chine qui est dans une compétition très dure et très brutale, dans une guerre économique féroce avec les entreprises européennes, les conflits au Proche-Orient et évidemment la relation avec l'Iran qui se détériore et donc qui affecte aussi quelque part notre sécurité. Et puis enfin, et c'est l'objet de la discussion de ce jour, les États-Unis d'Amérique, qui est notre allié historique, mais qui nous fait comprendre que ces préoccupations concernent essentiellement l'économie et la sécurité des États-Unis et leurs relations concurrentielles et quelque part potentiellement conflictuelles avec l'Asie et avec la Chine. Et je ne reviendrai pas sur les déclarations récentes qui ont été celles du président américain. Je pense que vous les avez toutes et tous en tête, que ce soit sur l'Ukraine, les droits de douane, le Groenland ou la défense. Je pense que ce sera très largement commenté et débattu. Mais j'ai la conviction, en ce moment un peu singulier de l'histoire de notre continent et même des relations internationales, que la solution aux difficultés qui sont devant nous dépend beaucoup de nous-mêmes. Et dans ce contexte, je crois qu'il est important que les Européens puissent s'entendre sur une stratégie commune, partagée, pour bâtir une Europe souveraine capable de s'affirmer comme une puissance sur les plans économiques, industriels, technologiques, numériques, climatiques, militaires et diplomatiques. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, alors nous prendrons la voie, je le pense, du délitement, voire même du démantèlement de la construction européenne, en tout cas d'une forme de soumission, puisque dans tous ces domaines, nous ne ferons plus les choix par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et donc c'est une question d'indépendance et de souveraineté. Et donc cette Europe forte, unie et souveraine, et je crois, et nous allons en discuter, le meilleur chemin pour réussir à faire valoir nos intérêts et façonner notre avenir. Et je le dis parce qu'il y a parfois beaucoup de pessimisme dans le débat européen ambiant. On a le sentiment qu'au fond, tout serait joué, tout serait réglé, et que, au fond, Russes, Chinois et Américains allaient se partager le monde et que nous, Européens, n'aurions plus grand-chose à dire. Et je crois qu'il faut lutter contre l'esprit de défaite et, quelque part, prendre en main avec des initiatives politiques volontaristes sur quelques sujets clés. Je ne vais pas tous les énumérer, mais je pense qu'il y en a 3 qui me semblent importants pour entamer notre discussion. Le premier, c'est évidemment la défense. On ne peut plus être un continent qui sous-traite, alors nous, la France, nous avons une situation particulière, mais on ne peut plus être un continent qui sous-traite quasi totalement sa défense à une grande puissance extra-européenne, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, parce que ça nous place dans une solution de dépendance, et donc nous devons absolument développer une base industrielle et technologique de défense beaucoup plus affirmée. C'est, je crois, une priorité absolue, et ça me permet de faire le lien avec la situation en Ukraine. Nous avons entendu le président américain, il y a quelques jours de cela, nous dire qu'au fond, il réglerait lui-même directement dans un tête-à-tête avec Vladimir Poutine le sort de l'Ukraine. Je crois qu'il faut dire avec beaucoup de force, avec beaucoup de clarté, qu'on ne peut pas accepter que les États-Unis d'Amérique et les Russes règlent le sort de l'Ukraine sans que les Européens soient à la table des discussions, parce que nous avons à décider pour nous-mêmes de nos propres garanties de sécurité. Ce n'est certainement pas à la Russie, aux États-Unis, de décider ce que sera l'avenir de l'architecture de sécurité européenne. Le second axe important, c'est évidemment les politiques industrielles. Et je crois que nous devons avoir des politiques industrielles beaucoup plus assumées. Vous avez entendu le président américain qui a annoncé il y a quelques heures de cela un grand plan de 500 milliards de dollars d'investissement sur la durée de son mandat dans l'intelligence artificielle.
Alors, il a été rapidement contredit par Elon Musk, mais ça dit quelque chose de l'ambition que les Américains placent dans ce domaine. Et donc si nous ne sommes pas à l'offensive et avec capacité d'investissement, que ce soit sur l'IA, les clean tech ou la défense, nous serons là aussi à la ramasse très rapidement. Et puis le dernier axe, même s'il y en a d'autres que je voudrais souligner, c'est évidemment d'avoir une politique commerciale moins naïve. Je crois qu'on a commencé collectivement à bouger sur ce sujet. Mais s'il n'y a pas de loyauté dans les échanges, il n'y a pas de possibilité de produire de manière compétitive sur le sol européen. Et donc, c'est exactement ce que font les Chinois, les Américains, et donc c'est ce que devraient faire également les Européens. Je vois que l'Europe a commencé à rentrer dans cette dynamique, mais nous devons évidemment aller plus loin. Et puis peut-être un dernier point en lien avec l'actualité. Nous avons collectivement adopté dans la législature européenne passée des réglementations. Je pense notamment aux réglementations dans le monde du numérique, le DSA, le DMA. On les a choisis collectivement, souverainement. Et je crois que la première des manières, en tout cas pour se faire respecter, c'est de faire respecter les règles qu'on a choisies tous ensemble. Et j'ai été assez marqué par le silence de la Commission européenne la semaine passée sur tout un tas de sujets, évidemment sur les déclarations de Donald Trump, mais aussi sur la manière dont Elon Musk pouvait s'immiscer dans le débat européen. Et donc, il faut que sur tous ces plans, la Commission européenne se réveille un petit peu en ce début de législature. Ça me semble absolument urgent et nécessaire. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule, messieurs, dames, en vous remerciant à nouveau pour votre présence. Et je vous propose qu'on démarre notre débat en vous invitant à introduire chacune et chacun d'entre vous pour quelques minutes, 5 à 10 minutes, et puis ensuite avoir la discussion avec la salle. Donc je propose, Monsieur l'ambassadeur Philippe Etienne, que vous commenciez, et puis ensuite Monsieur Giuliani, qui présidait la Fondation Robert Schuman, vous suivrez, puis Madame Matelli, vous qui êtes la directrice de l'Institut Jacques Delors, vous pourrez conclure ce premier tour, et puis après on pourra prendre les choses dans l'autre sens, si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre la parole en tant qu'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, mais aussi en tant qu'ancien représentant permanent à Bruxelles et ancien ambassadeur en Allemagne, évidemment, parce que j'ai découvert les États-Unis depuis une perspective très européenne. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'expérience des États-Unis qui est le plus demandée. Et je serai heureux de l'apporter autant que je puisse m'en prévaloir. Vous avez dit que, dans votre introduction, que, en fait, nous sommes maîtres de faire ou de ne pas faire ce que nous avons à faire. Et c'est un peu le sens de l'élection, du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Moi, j'expliquais souvent à mes visiteurs, et je l'avais vécu avec le retrait de Kaboul, l'affaire des sous-marins australiens, la loi sur la réduction de l'inflation au IRA, que finalement, démocrates ou républicains, les États-Unis vont dans un certain sens. La priorité, outre la politique intérieure, et qui est très liée à la politique intérieure, c'est finalement comment les États-Unis peuvent rester la première puissance mondiale et résister, de ce faisant, en tout cas, contenir l'émergence chinoise. On est tous conscients de la priorité. Ça ne veut pas dire que l'Europe, et d'ailleurs Vladimir Poutine a fait le nécessaire pour se rappeler et rappeler l'Europe au bon souvenir des Américains, n'est pas un sujet, mais ce n'est pas une priorité du même ordre. Et que ce soit les démocrates ou les républicains, et certains démocrates nous le disaient très très franchement, l'alliance de l'Europe, la valeur de l'alliance de l'Europe est jugée aux États-Unis à la manière dont les Européens s'alignent sur la politique chinoise des États-Unis. Et ça, je l'ai entendu de démocrates, pas de républicains. D'ailleurs, paradoxalement, la politique de Trump réélu vis-à-vis de la Chine sera peut-être un peu différente parce qu'il est, alors on le dit souvent, transactionnel, c'est vrai, et vous avez vu qu'il menace la Chine et en même temps, il dit qu'il veut rencontrer le président Xi Jinping rapidement. Les démocrates, eux, avaient une politique systématique de containment par des mesures législatives, tout en gérant la compétition. Et le président Biden avait aussi finalement rencontré le président Xi Jinping. C'est ça ce grand jeu. Et nous, bien sûr, nous avons aussi des interlocuteurs, démocrates comme républicains, qui nous disent vous parlez de défense européenne, mais arrêtez, parlez-en un peu moins et faites-la. Parce que nous, on a envie que les Européens prennent un peu plus le fardeau de la défense.
Alors ça prend différentes formes, et puis il y a des ambiguïtés derrière ça, évidemment. Il y a notamment l'ambiguïté de l'industrie de défense et à qui on achète les armements, à qui les Européens achètent les armements. Mais il y a une certaine unité d'objectifs. La forme la plus... alors, je ne veux pas dire que l'élection de Donald Trump ne change rien à la donne. Bien sûr, ça change beaucoup de choses, parce que, contrairement à Joe Biden, Donald Trump a une attitude hostile vis-à-vis de l'Union européenne en tant que telle. Il reconnaît les États comme partenaires de négociation. Il n'est pas à l'aise alors qu'il voit que l'Union européenne a la compétence pour la politique commerciale, par exemple, qu'il doit bien négocier avec l'Union européenne. Il y a ces lois dont on dira un mot sur le numérique. Mais finalement, on reste, et encore plus par lui, poussé dans une logique d'action. Et c'est bien que les dirigeants européens aient prévu ce sommet informel le 3 février sur la défense. Moi, j'ai rencontré récemment à Bruxelles Antonio Costa, parce qu'on avait organisé une réunion sur l'avenir de l'Union européenne avec d'autres amis. Et bon, visiblement, il prend... la défense, c'est vraiment, comme vous le souhaitiez, Monsieur le Président, et comme la France le souhaite depuis longtemps, le dossier qui est pris à bras-le-corps, semble-t-il. Et en liaison avec l'OTAN, en liaison avec le nouveau secrétaire général de l'OTAN, en liaison aussi avec le Royaume-Uni, parce que ça, c'est aussi une dimension très importante. Mais bon, il y a d'autres dossiers très importants. Moi, je crois qu'on est testé sur le plan politico-militaire sur 2 sujets qui sont liés, c'est l'Ukraine et c'est la défense européenne. Et les 2 sont liés parce que, bien sûr, avec l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe par rapport à la Russie et à la menace que fait peser la Russie. Et je crois qu'il est bon que le président de la République ait pu obtenir la présence à la fois de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky en décembre pour la réouverture de Notre-Dame, parce qu'il est non seulement... Il est évidemment essentiel que cette solution en Ukraine soit avec d'abord les Ukrainiens à la table. Et c'était important de mettre les 2 présidents d'Ukraine et des États-Unis, enfin élus des États-Unis en face. Et aussi, comme vous le disiez, avec les Européens. Et nous aurons des garanties de sécurité à apporter. Nous aurons à lier ce que nous voulons faire sur le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne à la sécurité de l'Ukraine. Ce sont des sujets très lourds qui engagent directement la sécurité des autres pays européens. Et donc, ce sont les 2 principales priorités. Un mot évidemment du commerce. Enfin, vous l'avez dit, moi, comme ambassadeur aux États-Unis, j'ai eu à gérer 3 conflits qui ne sont pas réglés, que l'administration démocrate a mis avec la Commission européenne de côté, au moins à supprimer provisoirement les tarifs, les pénalités sous forme de tarifs, mais Airbus-Boeing, acier-aluminium d'abord, puis Airbus-Boeing, puis impôt sur les numériques, sur les sociétés, ce qu'on appelle l'impôt sur les grandes sociétés numériques, les GAFA, l'impôt. Enfin, tout ça, c'est encore ouvert. Et d'ailleurs, l'un des premiers textes, l'un des fameux 40 ou 50 décrets signés par le nouveau président Trump vise la taxe numérique. Et en déniant toute légitimité d'un point de vue américain à la négociation au CDE. Je ne sais pas si ça a été vu, mais ça fait partie des premiers décrets. Voilà, donc le commerce, bien sûr, mais aussi le climat. Bon, Madame von der Leyen a défendu l'accord de Paris lors de son discours à Davos. Par contre, elle a dit qu'on voulait une position de négociation. Elle n'a pas dit ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de négociation. Tout ça est beaucoup à faire quand même de messages. Hein. Il faut qu'on ait l'unité, il faut qu'on ait aussi le bon message. Et puis, vous l'avez dit, derrière les enjeux de régulation, faire respecter nos règlements. Et donc, on avait les amendes de Madame de la commission précédente. Et je me souviens, quand on rencontrait le président Trump, il disait « Cette dame-là, il parlait de Margaret Vestager, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je n'accepte pas ces amendes contre mes sociétés. Moi, je n'aime pas ces sociétés. Ce sont mes ennemis, mais ce sont des sociétés américaines. » Alors là, vous imaginez, avec le DSA, le DMA, il faut tenir bon, effectivement. Parce que depuis, à l'époque, c'était la politique de compétition générale de l'Union européenne. Là, maintenant, on a ces 2 instruments, hein, sur la modération des contenus, hein, sur les positions de concurrentiel. Donc. Et derrière tout ça, bien sûr, le grand enjeu de compétitivité de l'industrie européenne, qui est finalement le sujet principal avec l'énergie, le gros sujet du prix de l'énergie. Vous savez que c'est une grande priorité du président Trump.
Donc moi je crois que l'important pour l'Union européenne, c'est effectivement de montrer qu'elle peut agir sur tous ces sujets, mais aussi qu'elle manifeste, qu'elle a le bon message, qu'elle a le message d'unité, mais aussi d'ouverture et de fermeté, la bonne combinaison, et qu'elle travaille avec les autres, ceux qui sont ni la Russie ni la Chine, mais aussi ni les États-Unis. Donc qu'on approfondisse encore notre coopération avec les autres régions du monde. Et puis finalement, qu'on s'organise. Parce que le président américain, quel qu'il soit, lui, il a l'ensemble du dossier transatlantique. Nous, on a différents circuits dans l'Union européenne, différentes compétences. Alors, il y a le Conseil européen où siège la présidente de la Commission, mais il faut aussi qu'on organise le travail pour qu'on ait aussi, nous, du côté européen, cette vision un peu complète de tous nos intérêts dans les relations transatlantiques. C'est un enjeu dont on parle peu, mais qui est aussi, me semble-t-il, important. Voilà, je m'arrêterai là. J'en ai déjà dit trop, mais bon, je crois que je suis resté en deçà des 10 minutes. Très bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je passe tout de suite la parole à Jean-Dominique Giuliani. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, merci de votre invitation. Pour ne pas faire doublon avec ce que peuvent dire l'ambassadeur Philippe Etienne ou Sylvie Matelli, je voudrais juste insister sur le dernier point que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire cette présidence Trump avec ses visions impériales ou expansionnistes, essentiellement à visée économique. En fait, c'est le lancement d'une nouvelle compétition mondiale et un lancement dangereux pour l'économie européenne. Vous avez parlé du commerce. Je crois qu'on a les moyens de se défendre à condition d'en avoir la volonté. Alors la volonté en matière commerciale, elle se situe au niveau de la Commission puisqu'il s'agit d'une compétence que nous avons attribuée, compétence exclusive que nous avons attribuée à la Commission. On se souvient en 2018 des négociations entre Jean-Claude Juncker et Donald Trump qui se sont terminées par un selfie du président Trump disant « voilà mon meilleur ami ». Et en réalité, pourquoi la Commission avait taxé, je ne sais pas si vous en souvenez, le Bourbon, les jeans et les Harley-Davidson qui correspondaient à quelques sénateurs susceptibles de basculer du bon côté de la force, si je puis dire. Et si l'affaire de l'aluminium et de l'acier n'a pas été totalement réglée parce que les démocrates l'ont endossé à leur tour, ça avait quand même calmé les ardeurs de taxation douanière. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une réflexion dans laquelle je ne rentrerai pas, mais que vous aurez immédiatement à l'esprit. La compétence exclusive de la Commission en matière commerciale n'a pas que du mauvais. Je le dis par une périphrase. En réalité, la Commission a déjà passé un accord avec le Mexique, l'accord du Canada, le CETA, qui a suscité ici des réactions extrêmement fortes, et ceux qui restent à venir traduisent aussi une volonté de réorienter le commerce de l'Union européenne, qui, je le rappelle, est une puissance commerciale supérieure à la puissance commerciale des États-Unis, qui sont d'abord importateurs, alors que nous avons un excédent, y compris avec les États-Unis d'Amérique. Mais Sylvie Matelli en parlera mieux que moi, elle a fait beaucoup de travaux sur le sujet. Ce qui m'inquiète le plus, c'est, vous l'avez évoqué, la dérégulation, la libéralisation, la liberté à l'égard des règles éthiques et environnementales. Je crois que dans son premier mandat, sous votre contrôle, le président Trump avait annulé 200 réglementations environnementales, d'après les recherches que j'ai pu faire. Et donc ça relance une compétition qui va nous poser un véritable problème qui déjà émerge dans l'économie européenne, celui des normes, des contraintes et des lois. Nous avons, de ce point de vue-là, je n'accuse pas l'Union européenne de faire trop de lois et de contraintes. Mais en revanche, je regrette que nos États et eux-mêmes multiplient les contraintes, à tel point que lorsque vous avez, en tant que législateur, à faire face à des situations exceptionnelles, la reconstruction de Notre-Dame de Paris, les Jeux Olympiques, Mayotte, je sais qu'on en a parlé hier ici à l'Assemblée, on vote des lois pour nous exempter des règles que vous avez vous-même votées.
Et évidemment, quand on passe au niveau européen, c'est l'échelle de perroquet. Et donc, franchement, je crois qu'on doit avoir une réflexion totalement ouverte et moderne sur ce sujet. Il ne s'agit pas de revenir sur nos objectifs, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient de redistribution. Il s'agit peut-être d'en organiser le calendrier et l'articulation d'une manière différente, plus intelligente, qui permette de retrouver la croissance. Parce que la croissance, c'est la réponse au pouvoir d'achat, à la demande sur le pouvoir d'achat, c'est la réponse aussi au désendettement. Il n'y a pas sans croissance de désendettement ou de hausse du pouvoir d'achat. Et vous voyez bien qu'en ce moment, il y a une pression sur les salaires, y compris chez nous, parce que si on fait porter la compétitivité, comme nos partenaires allemands le font très systématiquement, sur la masse salariale, au bout d'un moment, il y a un vrai problème politique. Et donc, s'agissant du numérique, là, j'aurais un point de vue extrêmement carré qui rejoint celui de Thierry Breton, que nous recevions ce matin à la Fondation et dont je regrette qu'il ne soit plus là pour exprimer au nom de la Commission la rigueur que nous devons à l'application de lois européennes, des règlements qui sont applicables, et ça n'est pas possible de transiger sur ces réglementations. Ce sont des lois applicables, susceptibles d'être portées en justice, susceptibles de pénalités fortes. Aucune transaction avec les États-Unis ne pourra jamais empêcher la Cour de justice, nos tribunaux d'appliquer les lois. Et donc, comment dirais-je, je serais assez rassuré dans la mesure où, en dehors de M. Musk, qui poursuit des objectifs que je vous laisse définir, les autres sont beaucoup plus discrets. Et même s'ils se sont ralliés, comme souvent, au président américain, puisque le business se rallie toujours au président élu, je crois qu'on peut dire ça d'une manière ou d'une autre, en réalité, ils n'ont pas remis en cause les relations, l'application des lois européennes en Europe. Et nous sommes fondés à exiger l'application des lois européennes en Europe. Le marché européen du numérique, c'est 1,5 fois le marché américain. Les clients de Meta, M. Bezos et d'autres, ils sont en Europe d'abord. Et donc, il faut être extrêmement strict, et je crois que nous allons l'être, en réalité. Dernier point, géopolitique, évidemment, ça va interpeller directement notre pays. Nous avons la première armée de l'Union européenne, nous sommes la seule puissance dotée, et donc la seule capable d'offrir une garantie ultime, si tant est qu'on ait envie de le faire. Il y a sur la table du Parlement européen et du Conseil un règlement qui suscite des polémiques ici, à juste titre, je crois d'ailleurs, sur les équipements de défense, au motif qu'on ne peut pas financer l'achat d'équipements étrangers et américains, disons-le. Donc il va y avoir là-dessus une forte pression. Elle s'exerce déjà à Bruxelles à un point et à Strasbourg à un point que vous n'imaginez pas, qui est considérable, avec du chantage des représentants américains, etc. Mais je crois que le plus important pour la France, qui est au sommet en matière militaire et de stratégie, on nous le reconnaît, c'est aussi de ne pas se battre uniquement sur la défensive. C'est-à-dire qu'il faut aller voir nos partenaires, créer des coopérations, quitte à ce qu'elles soient bilatérales, trilatérales au sein de l'Union européenne. Le bénéfice pour les armées et la diplomatie française de l'envoi de troupes en Estonie, on a quand même envoyé la Légion, les troupes de marine, etc. En termes diplomatiques, je parle sous votre contrôle, est un bénéfice considérable car nous avons gagné là, un allié. Et il n'y a pas de raison de ne pas faire ces gestes à l'égard. Et je suis un peu inquiet car je vois qu'à juste titre, avec de bons arguments, nous nous battons sur la défensive. J'irai le dire à la Commission de la Défense, nous devons proposer à nos partenaires, en matière militaire et géostratégique, des choses. Je me souviens que l'initiative européenne d'intervention proposée par le président de la République, c'était déjà le fait d'accueillir des partenaires dans nos états-majors, dans nos centres de planification. C'était quelque chose qui a surpris. Il y a 12 États membres, je crois, qui l'ont accepté. Il faut continuer pour y aller davantage. Et pour terminer, comme vous, monsieur l'ambassadeur, très cher ami, je crois que
dans les propos du président Trump, il y a effectivement beaucoup de menaces. Ça fonctionne avec ceux de nos partenaires qui sont face à la Russie. Je pense aux Pays-Baltes, je pense à la Pologne, et qui ont très peur d'un retrait américain. Je crois que nous avons un effort à faire pour le comprendre aussi, et pour essayer de dialoguer avec eux, pour les convaincre. Et c'est bien parti que l'autonomie stratégique européenne, ce n'est pas rompre avec les États-Unis, même si on a un rapport de force indispensable, mais c'est aussi exister par nous-mêmes et travailler pour l'avenir. Voilà. Donc je pense que nous devons trouver dans cette élection une raison de nous interroger sur notre corpus de règles et de contraintes qui aujourd'hui bride notre économie sans remettre en cause nos objectifs sociaux, environnementaux. C'est difficile. Je crois que c'est possible. Et pour moi, c'est le principal défi que le président Trump nous lance en essayant, alors que nous avons déjà enregistré un déficit de croissance avec les États-Unis, un décrochage qui maintenant est partagé par tout le monde. Il veut encore aller plus loin. L'objectif, c'est pas l'Europe. L'objectif, c'est d'abord la Chine, comme vous l'avez dit précédemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Sylvie Matelli pour l'Institut Jacques Delors. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Ce qui est compliqué quand on passe la dernière, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et qu'il ne s'agit pas de répéter. Donc je vais essayer de rebondir là-dessus. Oui, j'imagine bien. Quelque part, je vais peut-être démarrer avec 2016 et on pourrait se dire, tiens, l'élection de Donald Trump, c'est pas nouveau, on l'a déjà vécu en 2016 et finalement, l'Europe a plutôt réagi et plutôt bien réagi. Les progrès ont été assez mémorables face à Donald Trump. Je crois que ce serait erroné et ayant beaucoup travaillé sur les questions de défense, j'ai un peu pris les réflexes des militaires qui prévoient toujours le pire et qui anticipent toujours le pire et qui prévoient des planifications et des réponses au pire parce que le pire n'est jamais certain, mais au moins si on est préparé, on a le mérite d'être préparé. Et je dirais que la différence peut-être avec 2016, c'est que même si on a une certaine expérience de ce nouveau président, la première différence, elle vient des États-Unis et du fait que ce président est bien plus fort aujourd'hui qu'il n'était en 2016, puisqu'il a quasiment les pleins pouvoirs. On se pose tous la question depuis plusieurs semaines et depuis son élection, quels peuvent être les contre-pouvoirs à ce monsieur, et tout le monde fait des paris sur ces contre-pouvoirs pour la bonne et simple raison que pour l'instant, ils ne sont pas évidents du tout, même s'il est certain qu'il en apparaîtra au fur et à mesure qu'il mènera ses politiques et qu'il prendra ses décisions. Donc ça, c'est le premier élément. On est également face à des États-Unis qui, bien qu'ayant vécu 3 crises majeures ces 25 dernières années, je pense aux attentats de 2001, je pense à la crise financière de 2008 et à la pandémie de Covid en 2020, sont plus renforcés que jamais et plus forts que jamais sur le plan économique. Quand vous êtes économiste et que vous étudiez la croissance des États-Unis, elle ne fait que s'accélérer crise après crise. Il y a des capacités de résilience qui sont énormes et qui sont liées d'ailleurs à des handicaps. Je trouve que c'est intéressant, à des handicaps européens. Le premier, c'est une manne publique illimitée. Où s'arrêtera la dette publique? C'est une question que l'on pose tout le temps aux États-Unis et c'est une question à laquelle on n'a pas non plus de réponse. Le deuxième élément, c'est l'appétence pour le risque des acteurs économiques américains et en particulier des acteurs financiers. On prend des risques et on innove et ça, c'est un facteur de résilience clé, ce qui n'est pas une réalité en Europe. Et peut-être le troisième élément facteur de résilience, c'est une énergie qui est bon marché et qui est abondante aux États-Unis. Et là encore, on se rend bien compte que c'est l'une de nos faiblesses. Partant de ce constat, et je commence toujours par la face sombre de la chose, et puis on essaiera de trouver des éléments d'espoir et des éléments plus optimistes. Partant de cela, nous partons nous aussi avec 4 handicaps par rapport à ce qu'était la situation des Européens en 2016. Le premier d'entre eux,
heureux, c'est que nos institutions européennes, quelques mois après les élections, sont en train de se mettre en place. Et ça n'est pas anodin, parce que ça signifie aussi que il y a des personnes nouvelles, des personnes qui ne connaissent pas forcément la machine. Alors même s'il y a encore la présidente de la Commission a été renouvelée, les députés européens, un certain nombre ont été réélus, mais on voit bien qu'on est en train de préparer des feuilles de route, on est en train de préparer des programmes, on n'est pas encore tout à fait en rythme de croisière, et bien évidemment c'est un premier handicap. Le deuxième, ce sont les crises politiques majeures en France et en Allemagne qui font que on a l'impression que le moteur franco-allemand étant en panne, ça peut pénaliser, ça peut ralentir la machine européenne, et d'autant plus que on a un certain nombre de crises politiques qui sont latentes dans un certain nombre de pays européens aussi, et des eurosceptiques aujourd'hui qui sont renforcés par l'élection de Donald Trump, des eurosceptiques au Parlement européen qui peuvent se sentir renforcés par l'élection de Donald Trump, et pas qu'au Parlement européen d'ailleurs. Donc ça, c'était le deuxième handicap. Le troisième, et on en a parlé, c'est le décrochage européen. Et un décrochage qui est en grande partie lié à ce dynamisme et cette résilience de l'économie américaine. On ne cesse de décrocher, on a encore accentué le décrochage. Vous savez, on a parlé du décrochage après la pandémie de Covid. C'est essentiellement lié à un décrochage qui est corrélé à la forte croissance américaine et à ce différentiel de croissance dont Jean-Dominique a parlé à l'instant. Donc on a une économie européenne qui a du mal à se redresser de la pandémie de Covid et de la crise énergétique qui a suivi la pandémie de Covid, mais aussi la guerre en Ukraine, là où les États-Unis, eux, ont récupéré très rapidement et surfent sur une croissance économique extraordinaire. On peut même estimer qu'elle est quasiment équivalente, voire supérieure à la croissance économique chinoise aujourd'hui, puisque elle est extrêmement forte. Enfin, dernier élément et dernier handicap, c'est la guerre en Ukraine. Et là non plus, je vais pas être longue parce que je n'ai pas le temps, et puis parce que mes deux collègues l'ont déjà évoqué, une guerre en Ukraine qui questionne sur notre sécurité, d'où la nécessité qu'on soit à la table des négociations, je vous rejoins complètement là-dessus, mais qui nous a aussi posé un vrai défi face à notre dépendance énergétique et un certain nombre de nos dépendances, bien évidemment. Alors face à cela, je crois que le point positif et l'élément positif, c'est que le diagnostic de nos faiblesses et des défis que nous avons à relever a été bien posé, largement posé, par tous les rapports qui ont ponctué l'année 2024, que ce soit le rapport Letta, le rapport Draghi ou le rapport Ninisto. Donc on sait quels sont nos handicaps, on sait même ce qu'on devrait faire pour lutter contre ces handicaps. Et d'ailleurs, il nous faut bien constater que sur tous les dossiers, sur tous les handicaps, sur tous les sujets, ce qui est difficile aujourd'hui pour les Européens, et sur les questions de défense peut-être encore plus que sur d'autres, c'est qu'on a des enjeux de court terme, réagir aujourd'hui tout de suite à une crise, à un challenge, et puis se positionner à long terme, investir dans le long terme pour restaurer, pour relancer l'intégration européenne. Et le choix entre court terme et long terme est parfois un petit peu compliqué. Donc une fois ce diagnostic fait, reste la question des moyens. Des moyens financiers, bien évidemment, et c'est un grand débat en Europe, et on se rend compte qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Également des moyens, des instruments et des politiques que nous pourrions adopter pour relever ces défis. Et encore une fois, défis à court terme et réagir. Le très court terme pour nous, ça va être de réagir aux premières décisions prises par M. Trump. Et puis le défi de plus long terme, restaurer la compétitivité, assurer la sécurité, renforcer la souveraineté de l'Union européenne et assurer les innovations et l'augmentation des innovations. Donc on a cette question des moyens, et la deuxième question qui nous est posée aussi, c'est est-ce que la solution sera européenne et unie, ou plutôt nationale, plutôt isolée et plutôt chacun pour soi? Et je serais tentée de dire qu'on a face à nous un cercle vicieux ou un cercle vertueux dans le choix que nous ferons. C'est-à-dire, le cercle vertueux, c'est si on s'unit face aux défis qui nous sont posés de court terme comme de long terme, on créera les atouts et les enjeux et les intérêts pour l'ensemble des pays à monter dans le train et à participer à cette union. Si par contre on se divise et qu'on n'arrive pas à définir un intérêt européen, et je crois que ça c'est fondamental, quels sont nos intérêts aujourd'hui européens? Et je dis bien européen, c'est pas l'intérêt de la France plus l'Allemagne plus, c'est un intérêt européen bien compris.
il est bien évident qu'on ne défendra pas cet intérêt et que la tentation de jouer passager clandestin sera extrêmement forte. On le voit déjà aujourd'hui. La tendance en Europe face à toutes les crises, c'est toujours de se désunir dans un premier temps face à l'adversité, mais jusque-là, on a quand même réussi à s'unir parce qu'on a compris très vite que désunis, on avait plus à perdre qu'à s'unir malgré les concessions et les compromis que l'on devait trouver. Souhaitons que sur les années qui viennent et face aux défis qui nous sont posés, nous trouvions aussi le chemin de l'union. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous en venons donc maintenant aux orateurs de groupe pour une durée chacun de 2 minutes 30. Et je demanderai dans la foulée à l'un d'entre vous de répondre à la question, celui qui se sent le plus en fonction de la sensibilité de la question qui aura été posée. Comme ça, on peut avoir un dialogue assez rapide et soutenu. En commençant donc par le groupe Lyot et Laurent Mazori. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président, madame la directrice, monsieur le président de notre très belle commission, alors que la première élection du président Trump et son possible retour auraient dû déjà nous pousser à accélérer notre cohésion européenne et à prendre nos responsabilités dans tous les États membres, sa réélection représente un tournant pour les relations internationales et nous oblige de nouveau et rapidement, comme vous venez de nous l'expliquer, à réfléchir à l'avenir de l'Europe et à la manière dont nous devrons réaffirmer concrètement notre souveraineté. Je tiens à rappeler que pour nous, notre souveraineté européenne n'est pas seulement un principe politique, mais un impératif stratégique compte tenu de la tendance du président Trump à l'unilatéralisme et à la remise en question des alliances traditionnelles. Il s'agit là de réflexions que nous devrions déjà avoir entreprises sans avoir besoin qu'une épée de Damoclès nous intimide. Au risque de nous répéter, car je vais moi aussi enfoncer le clou, car il faut le crier haut et fort pour être entendu de nos partenaires, nous devons renforcer notre défense collective. Pour garantir notre sécurité, nous devons mettre en place une véritable politique de défense européenne. La guerre en Ukraine nous rappelle à cette nécessité bien au-delà des concurrences nationales au sein de l'Europe. En matière d'industrie de défense, ceci implique de renforcer notre coopération militaire via des initiatives telles que la coopération structurée permanente et l'Agence européenne de défense. En investissant dans nos propres capacités de défense aux côtés de nos industriels et en développant une Europe de la défense, nous réduirons notre dépendance vis-à-vis des forces militaires américaines et nous privilégierons ainsi nos propres intérêts stratégiques. Si vis pacem parabellum, donc si tu veux faire la paix, prépare la guerre, cet adage n'a jamais eu autant de sens pour nous les Européens depuis quelques années, et encore plus si cet aiguillon était nécessaire depuis la réélection de Donald Trump. Mais pouvons-nous croire à une réelle réaction et prise de conscience unie de l'Europe pour comprendre que nous devons renforcer encore plus nos coopérations en matière de défense, en commençant prioritairement par l'industrie de défense, c'est-à-dire par notre industrie française de défense. Nous pensons que nous devons nous mobiliser fortement et ne pas attendre, nous Français, que nos partenaires européens réagissent, mais déjà agir nous-mêmes, donc sans attendre. Il faut accroître nos efforts pour la recherche et l'innovation en matière de défense, en soutenant nos industriels français dans un premier temps, pour espérer entraîner ensuite nos partenaires, et parfois, il faut le dire aussi, nos concurrents de l'Union européenne. Voir déjà une partie des émissaires officieux ou officiels, vous nous l'avez dit, européens au nom de leur pays, et non au nom d'une Europe unie, affirmer qu'il faut commander du matériel américain militaire, pensant qu'en retour, ils obtiendront une garantie de protection du bon vieux parapluie américain, nous montre que nous ne pouvons les attendre pour nous renforcer nationalement. Nous sommes un des leaders du monde en matière d'armement, une puissance nucléaire, la puissance nucléaire de l'Europe. Nous devons donc montrer la voie, renforcer nos armées et apparaître comme un acteur et non un suiveur. Merci, chers collègues. Qui souhaite répondre? Allez-y, Madame Attali. Merci pour cette question. Donc je rejoins cette idée, cette ambition de construire une défense européenne, ou en tout cas une Europe plus intégrée en matière de défense. Je crois que c'est indispensable, et c'est indispensable à plusieurs titres. Et après, je reviendrai sur nos armées et l'achat à nos industriels de l'armement. On sait, et ça a été très bien mis en évidence par les différents rapports qui ont pu être produits sur les enjeux de la défense européenne, on sait qu'aujourd'hui, dépenser chacun de notre côté, avoir un marché européen fragmenté en matière de défense, c'est très contre-productif, ça génère des duplications, ça empêche des économies d'échelle et les synergies qui seraient possibles entre les industriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez, et pour avoir travaillé depuis quand même quelques années sur le sujet, si vous regardez les industriels de la défense, eh bien dans les années 90, il y avait des entreprises de défense européennes qui étaient classées parmi
parmi les premières dans le classement des grandes entreprises. Elles ont été progressivement doublées. Alors, il reste de très belles entreprises de défense en Europe, mais elles ont été progressivement doublées par des entreprises américaines. Aujourd'hui, on voit monter en puissance des entreprises de pays émergents, Chine en tête. Pourquoi ? Parce que nos marchés restent fragmentés et parce que la restructuration industrielle de défense n'a pas été poussée comme elle aurait pu l'être en Europe, parce qu'on était très divisés. On produit plusieurs types d'avions de combat, plusieurs types de chars de combat. C'est très contre-productif et ça coûte très cher aux citoyens européens. Ça, c'est un fait. Ce qui signifie qu'effectivement, il faut pousser une préférence européenne et il faut que quand le citoyen paye ses impôts pour financer la défense, il finance d'abord des entreprises européennes ou françaises ou allemandes ou autres, et que c'est très dommage d'aller acheter des équipements et la majorité de nos équipements aux industriels américains. Maintenant, on s'est retrouvé encore une fois au début de la guerre en Ukraine face à une difficulté, pour toutes les raisons que je viens de vous citer, c'est-à-dire pour la fragmentation, face à une difficulté à réagir en urgence et à répondre aux besoins d'équipements militaires de l'armée ukrainienne face à la guerre. Et ce qu'on voit est l'illustration de l'intérêt de s'intégrer en Européen sur ces sujets de défense et d'industrie de défense, c'est peut-être l'exemple du Fonds européen de défense, qui, grâce à des fonds européens dont le versement est conditionné à des coopérations européennes entre au moins 3 entreprises venant de 3 pays différents, eh bien on voit qu'aujourd'hui, il y a des entreprises de 26 pays qui ont touché ces fonds, et donc des entreprises de 26 pays qui produisent des parties, des composants d'équipements militaires européens. Et c'est en renforçant, en européanisant ces chaînes de valeur qu'on renforcera notre défense et qu'on permettra aux industriels de répondre à tous les types de demandes, la demande en urgence et la demande de court terme, la demande de moyen terme, mais aussi une demande de plus long terme, parce que quand on fait de la production d'armement, on doit planifier également sa production à long terme. Ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Michel Herbillon pour la droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à nos orateurs, à nos intervenants de leur éclairage. Je vais vous poser des questions, 2 questions, et plutôt que de faire un discours. La première, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Madame, sur la politique européenne de la défense, pour poser une question très simple, et j'aimerais bien entendre M. Etienne et Jean-Dominique Giuliani à ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on passe de l'incantation à l'action en matière de politique de défense ? Est-ce que le fait d'avoir la guerre en Europe, première fois depuis, à l'exception de ce qui s'est passé dans les Balkans, mais première fois depuis 1945, est-ce qu'avec l'intervention de soldats de Corée du Nord, de l'Indo-Pacifique, est-ce que ça ne devrait pas être une incitation suffisante à passer de l'incantation à l'action ? Est-ce que le fait d'avoir Donald Trump qui évoque l'importance de l'OTAN et surtout l'importance pour les pays européens de se prendre en charge eux-mêmes leur défense, est-ce que ça ne devrait pas être suffisant pour passer de l'incantation à l'action, etc., etc. J'arrête là ma liste. Je pourrais dire que tout ça, c'est quand même dans un contexte de destruction complète de l'ordre international tel qu'il a été conçu en 1945. Donc, ma question, c'est quels sont pour vous le plan d'action urgent pour la politique européenne de la défense ? Ne faut-il pas, lorsqu'on parle de ça, y associer d'autres pays que les seuls pays de l'Union européenne, et je pense évidemment à la Grande-Bretagne, compte tenu des accords qu'il y a aussi entre la France et la Grande-Bretagne. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant l'Indo-Pacifique. La compétition entre les États-Unis et la Chine, elle va se faire dans l'Indo-Pacifique. Que pensez-vous de la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne, d'une part, et dans cette stratégie de la place de la France ? Y a-t-il la place pour être une puissance d'équilibre ? Une troisième voie face à la compétition entre la Chine et les États-Unis. Merci beaucoup. Sous le contrôle amical de l'ambassadeur et de Sylvie, à la première question, je dirais la guerre en Ukraine n'est pas suffisante, même si elle réveille les consciences et les réflexions. L'élection de
Trump non plus. Et quant à la relation avec le Royaume-Uni, seule la France a gardé en matière militaire des relations suivies avec le Royaume-Uni. Et vous avez vu que l'Allemagne essaie aussi d'avoir un traité de défense avec le Royaume-Uni. Pour moi, comme observateur, je soumets très modestement à votre réflexion la vraie raison pour laquelle on n'arrive pas à avancer. La défense, c'est le sujet par excellence de la souveraineté nationale. La France a un outil dont elle est fière, qui est parfois insuffisant, on l'a vu. Vous votez des crédits de rattrapage, j'espère que vous les voterez dans le budget à venir. Mais en réalité, on s'y prend mal. Et c'est la raison pour laquelle ce que je disais, je voudrais développer en 2 phrases ce que je disais dans mon propos liminaire. La France, c'est à la France de faire les premiers pas si elle veut qu'on avance. Or, nous sommes sur nos ergots, nous sommes sur la défensive, et en conséquence, au passage quand même, pour répondre, monsieur le député, à votre question et compléter ce que disait Sylvie, nous avons quand même raflé 30% des crédits et des programmes du Fonds européen de défense. Donc voilà, on sait faire. Mais ça n'a pas été automatique. Il a fallu qu'à l'Élysée, on se fâche pour dire jouer le jeu des projets du Fonds européen de défense. Et maintenant, je crois que la France y est très associée. Et la CSP, ça a été pareil. Donc je pense que c'est un problème de méthode. La dimension européenne, je suis très schumannien pour ça, si ça ne vous étonnera pas. La dimension européenne, ça doit avoir une plus-value. Si on dit que la Commission européenne va remplacer les États membres en matière de défense, en matière d'immigration, etc., aucun État ne voudra vraiment jouer le jeu. Et donc, dans le projet EDIP, le projet qui est soumis, le projet de règlement qui est soumis aujourd'hui, on voit une Commission européenne à l'offensive parce que les États membres n'ont pas bougé. Et donc la règle en matière européenne, sous le contrôle de l'ambassadeur, qui ne sera peut-être pas d'accord avec moi, quand les États ne jouent pas le jeu de l'Europe, eh bien les institutions européennes essaient de le jouer à leur place. Or, dans les traités, il n'y a pas de compétences européennes pour les questions de défense. Donc c'est à nous de prendre l'initiative de manière bilatérale, trilatérale, à l'extérieur aussi avec le Royaume-Uni, pour penser la défense de l'Europe avant de penser la défense européenne. Et donc ce problème de méthode, c'est le frein. Et donc le frein, il est chez nous aussi. Je parle beaucoup avec nos militaires, avec nos états-majors, j'en suis très proche. Je vois très bien qu'ils sont très réticents tant qu'on ne leur dit pas de foncer. Et le meilleur moyen de foncer, c'est de prendre l'initiative, de diriger un corps d'armée, de faire comme en Roumanie, de diriger une mission, etc. Et on voit que notre corps militaire, lui, s'engage à ce moment-là. Et puis, si on commence comme ça, un jour ou l'autre, la Commission récupérera la mise, si je puis dire, en termes institutionnels. J'ai vécu, modestement, ambassadeur aussi, le début des accords de Schengen. En 1985, il n'était pas question que la Commission s'en occupe. On a fait ça à 5 pour, j'allais dire, le cœur de l'Europe communautaire, pour faciliter les déplacements. Et puis ça a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, nous avons 24 États, dont 22 États membres, qui sont membres de Schengen. Et au tournant des années 90, c'est devenu tellement important à gérer, à penser, à organiser, pensez-vous, 1 milliard d'entrées et de sorties dans l'espace Schengen chaque année, que c'est par traité qu'on a confié à la Commission la gestion de Schengen. Moi, je pense que c'est comme ça que l'Europe doit progresser, par des initiatives politiques des États membres, engagées, positives. On en est loin, y compris chez nous. Les Allemands sont aussi perturbés, etc. Donc nous avons aussi une introspection à faire et aussi à expliquer à la Commission que de toute façon, elle est indispensable au fonctionnement de l'Union européenne. Ce n'est pas la peine de faire comme faisait M. Barroso. Dès qu'il y avait un communiqué du Conseil européen, il fallait faire virgule, une incise, dans le respect des attributions de la Commission ou avec la Commission européenne. Tu l'as vécu, donc je n'exagère pas. Voilà, je pense que c'est la vraie raison. Après, je suis très modeste, mais comme observateur, c'est ce que je vois.
Monsieur l'ambassadeur, je vous passe aussi la parole parce que vous avez été aussi interpellé par le collègue Herbillon. Il me reste à répondre à la deuxième question du député. Je dirais peut-être aussi un mot de la première, si vous voulez bien. Concernant l'Indo-Pacifique, comme vous savez, c'est la France, par l'intermédiaire du président de la République, dans la base navale de Garden Island, près de Sydney, qui a défini notre stratégie Indo-Pacifique, après avoir été en Chine, d'ailleurs, pour sa première visite d'État, et avoir clairement dit la position que nous voulions adopter dans nos relations avec la Chine et dans les relations entre l'Europe et la Chine. C'est plus tard que d'autres pays de l'Union européenne, puis l'Union européenne elle-même, ont adopté, à notre incitation d'ailleurs, une stratégie indo-pacifique. La vraie question qui se pose pour moi, c'est quelle est la plus-value, non pas de la France qui est présente, et dont le rôle est reconnu, mais de l'Union européenne en tant que telle dans cet espace. On pourrait, et certains le disent aux États-Unis, franchement, et le disent même explicitement, considérer que, en fait, l'Union européenne n'a pas les moyens d'aider véritablement à faire respecter les règles de la libre circulation maritime ou à aider les États vulnérables. En tout cas, pas sur le plan de la sécurité. Sur d'autres plans, notamment la protection de l'environnement, la prévention des catastrophes qui sont malheureusement très, très fréquentes dans cette région, l'aide au développement, peut-être l'aide à la surveillance contre la pêche illicite, de vrais enjeux de sécurité d'ailleurs. L'Union européenne peut agir, mais au plan militaire le plus strict, nous n'en avons pas les moyens. Donc ce que nous pourrions en revanche, et là je regarde la stratégie indo-pacifique de la France, on voit qu'elle se déploie depuis les côtes de l'Afrique orientale jusqu'à l'autre bout du Pacifique. Il me semble que l'Europe en tant que telle a plus les moyens de se déployer, y compris militairement dans la région occidentale de l'espace indo-pacifique. C'est-à-dire autour de la péninsule arabique, dans le Golfe arabo-persique, dans la partie occidentale de l'océan Indien. Là, il faut trouver des contributions. Et je crois que c'est aussi important vis-à-vis des États-Unis, d'ailleurs. Montrer que l'Union européenne sait se mettre en ordre de marche pour assurer nos intérêts communs, car nous avons des intérêts communs, notamment cette libre circulation maritime dont je parlais, la lutte contre la piraterie, la lutte contre la menace terroriste. Tout cela, nous pouvons le faire. Je crois qu'il faut contribuer. C'est bien que nous ayons une stratégie, mais il faut voir comment on peut la décliner concrètement, et on le fait dans des domaines civils, mais il faut aussi avoir le jugement de ce qu'on peut faire réellement sur le plan militaire. Moi, sur la première question, je serais peut-être un tout petit peu plus optimiste que Jean-Dominique, parce que quand même, Poutine plus Trump, pas Poutine puis Trump, mais Poutine plus Trump, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine qui menace, et les autres menaces, parce que, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, il y a des menaces russes en dehors de l'Ukraine. Vous en avez rappelé certains signes très récents. Et l'élection, le retour de Donald Trump qui secoue le cocotier, j'espère qu'il y aura quand même des mouvements. Mais là où je rejoins tout à fait ce qui a été dit et par Sylvie et aussi par toi, Jean-Dominique, c'est là le fait que la France a une responsabilité particulière. Notre président de la République a fait admettre la notion de souveraineté. La souveraineté européenne, partage des souverainetés, nous devons garder les moyens de peser sur notre avenir, de dessiner notre avenir. Il y a eu des progrès. On a créé les premiers programmes européens. Ça a été rappelé aussi. Mais on doit changer d'échelle, on doit accélérer. Et là, je suis d'accord avec eux, la France a une responsabilité particulière à jouer. Le signal qu'on a donné en envoyant des troupes en Estonie et aussi en Roumanie, j'ai moi-même été ambassadeur en Roumanie et je connais bien la sensibilité roumaine, est un signal très important. Il faut donner ce genre de signaux aussi, et ça c'est peut-être plus compliqué dans le domaine de l'industrie militaire. C'est vrai que nous avons des champions français, c'est vrai aussi, Sylvie Matelli l'a bien expliqué, qu'il faut absolument créer un espace européen de production des biens militaires. Il faut intéresser tous les pays, il faut déployer la chaîne de valeur, un peu comme pour les avions civils, Airbus l'a fait, intéresser
tous nos pays à développer cette chaîne de valeur dans l'industrie de défense. Et je crois que c'est l'une des idées que l'on va creuser lors des prochains mois en accélérant, parce qu'encore une fois, les choses ont commencé à bouger au plan européen. Il y a des choses qui paraissent très simples, qui en fait ne sont pas si simples que ça. Pourquoi la Banque européenne d'investissement, par exemple, ne finance-t-elle pas l'industrie d'équipements militaires ? Alors, elle bouge, elle commence à financer les secteurs qu'on appelle du haut. Bon, mais il faut y aller, il faut accélérer. Et la France a une responsabilité particulière, mais les autres aussi, bien sûr. Et il ne faut pas croire. Et l'erreur que peut faire la France, c'est de dire aux autres, ne vous inquiétez pas, on va se passer des Américains. Ça ne marchera pas, c'est clair. Les pays qui sont directement confrontés à la menace russe, et d'ailleurs, on ne va pas construire une défense européenne autonome en un mois. Donc face à l'attitude de Trump, à l'attitude de Donald Trump, qui est, encore une fois, je dis ce coup le cocotier, il nous lance un appel que beaucoup d'Américains nous ont lancé déjà depuis longtemps. Il faut s'engager résolument, accélérer, mais il faut aussi être clair qu'il ne s'agit pas de remplacer les Américains, qu'il s'agit de bâtir ce pilier européen dans le temps. Pour l'armement, c'est un peu pareil. On ne va pas se passer du jour au lendemain, on n'en est pas capable des armements américains, il faut être clair. Il y a des capacités pour lesquelles les Européens n'ont pas les moyens, mais il faut peu à peu développer cette industrie militaire et sur la base de l'ensemble de notre Union européenne. Merci beaucoup. La parole est à Yael Ménaché pour le groupe Rassemblement National. Merci, c'est pas grave. Merci, Monsieur le Président, Votre Excellence, Monsieur le Président Giuliani et Madame la Directrice Matelli. Effrayés par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, nous sommes convoqués aujourd'hui à une table ronde de certains panicards qui appellent de leur vœu l'avènement d'une souveraineté européenne. Ceux qui s'indignent soudainement de l'impérialisme américain n'ont pas découvert la souveraineté, mais perdu leur maître préféré. En vérité, ce n'est pas l'impérialisme américain qui les dérange, c'est Trump. Les mondialistes sont chassés de Washington et avec eux l'illusion d'une tutelle éclairée. Le danger désormais est que la pieuvre néoconservatrice et mondialiste, composée de petites élites sans patrie ni racines, cherche à déplacer son centre de commandement en Europe. Mais cette tentative est incertaine. L'Europe, affaiblie, ne peut être son bastion. Le mondialisme, tel un parasite étranger, peut et doit disparaître d'Europe. On peut apprécier le patriotisme de Trump et les dirigeants qui font passer en priorité les intérêts de leur peuple sans vouloir nécessairement se placer dans une position de vassal vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Effectivement, nous devons garder une position d'équilibre, garder en tête l'idée d'indépendance de la France. Car la France ne peut pas vivre au crochet du monde comme le fait l'Union européenne. Il faut donc profiter de cette occasion. Les États-Unis d'Amérique vont réapprendre à s'aimer. Il faut en faire de même en défendant l'indépendance économique et la souveraineté de la France. Nous devrons peut-être nous justifier auprès des agriculteurs et viticulteurs français d'une réaugmentation des droits de douane de la part des États-Unis, ce qui va pénaliser la production ainsi que l'industrie française. Notons particulièrement que les droits de douane des États-Unis sur le marché automobile chinois sont passés de 30 à 100% grâce à la politique de Trump. Les droits de douane de l'Union européenne sur ce même marché chinois, qui sont quant à eux passés de 10 à 35% grâce à la percée dans les urnes du Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Il faut passer de la méthode Monnet, ce grand patriote américain dont les cendres mériteraient d'être transférées au cimetière d'Arlington, à la méthode Airbus, celle d'une coopération flexible et efficace entre nations souveraines. Comme le voulait le général de Gaulle, l'Europe ne se fera pas contre les nations, mais avec elles. C'est cette Europe-là que nous voulons. D'ailleurs, il ne peut y en avoir d'autres. Merci de me laisser parler, puisque moi, je ne vous coupe pas quand vous prenez la parole. Merci. Très bien. Qui se sent... moi, Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, un peu de calme, un peu de calme. Monsieur l'ambassadeur va répondre très tranquillement, tout va bien se passer. Madame la députée, ce que je vais vous dire ne répondra pas à tout ce que vous avez dit. Donc il est possible que mon silence sur certains points soit interprété par le fait que je ne suis pas complètement d'accord avec ce reste de ce que vous avez dit. Mais il y a des points que je veux relever. D'abord, j'ai été l'ambassadeur de France aux États-Unis quand il y a eu les premières taxes Trump, comme les viticulteurs appelaient ça les taxes Trump sur le vin français. Et c'était
particulièrement injuste parce qu'en fait, c'était une réponse au conflit Airbus-Boeing. Et donc, on faisait payer à nos viticulteurs un conflit où ils n'avaient rien à voir, qui était un conflit d'interprétation sur les aides données par les Européens à Airbus, qui en effet, vous l'avez dit, est un bon modèle, et par les États-Unis à Boeing. Donc je pense que, en effet, chacun doit défendre ses intérêts, chacun doit aimer son pays, et dans le cas des Européens, nous avons des intérêts communs, c'est un fait. Quand vous dites que l'Union européenne vit au crochet du monde, je vois bien ce que vous voulez dire. Vous voulez parler, j'imagine, de la défense, puisque les Américains et Donald Trump nous accusent, et il n'a pas tort, de profiter de la sécurité donnée par la défense, les moyens de défense des États-Unis. C'est à nous d'augmenter nos moyens de défense. Mais nous devons le faire ensemble. Parce qu'à l'échelle du monde tel qu'il est, des menaces, il faut que nous soyons ensemble, les pays européens. Et c'est un peu excessif de dire que l'Union européenne vit au crochet du monde quand on sait que l'Union européenne représente plus de la moitié de l'aide au développement. Il faut aussi être fier, comme Français, de ce que fait l'Union européenne dans le monde en matière d'action de développement. Donc, il y a des domaines où l'Union européenne est faible et doit se renforcer. Et la France, cela renforcera la France, et la France doit se renforcer elle aussi dans ces domaines. Moi, je ne vois pas de contradiction, mais il y a aussi des domaines où l'Union européenne fait déjà beaucoup, fait plus que les États-Unis. Là, par exemple, je donne l'exemple de la santé. Donald Trump a annoncé le retrait de l'Organisation mondiale de la santé des États-Unis. Heureusement qu'il y a l'Union européenne. Moi, j'ai siégé au conseil d'administration, parce que j'ai été directeur général du développement, au conseil d'administration du Fonds mondial contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Mais la France a, avec à l'époque les États-Unis, d'avant Trump, et c'était un président républicain pourtant, créé ce fonds. Et l'Union européenne, la France est le deuxième donateur après les États-Unis, l'Union européenne est le troisième. Dans le domaine, alors je prends l'exemple du Fonds mondial, alors qu'avant j'ai parlé de l'OMS, mais dans le domaine de la santé mondiale après les pandémies, l'Union européenne joue un rôle majeur, et la France aussi dans l'Union européenne. Donc je pense que on est déjà très présent comme Européens dans certains domaines, et simplement, en effet, oui, il faut qu'on ne vive plus, et là les Américains ont raison, Trump a raison, les autres Américains ont raison, en quelque sorte, dans cette dépendance qui n'est pas saine vis-à-vis des Américains. C'est Biden, c'est pas Trump, qui a élevé les droits de douane contre l'importation de véhicules chinois à 100%. Alors, on peut dire que c'est l'influence du débat électoral, mais en tout cas, vous avez touché là aussi un vrai point, mais Jean-Dominique Giuliani, je crois, l'avait fait aussi, ou peut-être le président dans son introduction. Nous sommes trop naïfs en matière commerciale. Il faut muscler encore notre politique commerciale, défendre plus nos économies, nos producteurs. Voilà, excusez-moi de ne pas avoir pris position sur tout, mais j'ai voulu répondre sur certains points. Merci beaucoup. La parole est à Thierry Sauter pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos trois invités d'avoir accepté de venir nous éclairer sur l'actualité et sur nos relations Europe-États-Unis. Je suis particulièrement inquiet des conséquences de la réélection de Donald Trump sur le fonctionnement de démocratie européenne. Au cours des derniers mois, les réseaux sociaux ont été le lieu d'une multiplication de menaces ostensibles pour nos démocraties, des menaces d'ingérence étrangère dans les élections, de déstabilisation politique et d'atteinte aux droits fondamentaux par la diffusion massive de fausses informations et de discours haineux. Elon Musk, propriétaire du réseau social X, a multiplié les publications virulentes et diffamatoires sur son propre compte à l'encontre de dirigeants européens. Ces publications, comme celles de l'extrême droite et celles adeptes des fake news, ont atteint des records d'audience et de viralité. Tout ça suite à l'affaiblissement délibéré de la politique de modération de X et à la modification présumée de son algorithme. Pendant ce temps, le 8 décembre, la Cour constitutionnelle roumaine a annulé le premier tour de l'élection présidentielle en raison des soupçons d'une campagne de désinformation massive sur TikTok. Le 7 janvier dernier, Mark Zuckerberg, le dirigeant du groupe Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, a annoncé un assouplissement considérable de la politique de modération des contenus sur ces plateformes. Or, la menace pesée par ces très grandes plateformes en ligne pour nos démocraties pourrait s'accroître encore avec le retour de Donald Trump. Dès son discours d'investiture, le président américain a insisté sur sa volonté de rétablir la liberté d'expression.
Mais sa vision libertarienne de la liberté d'expression est l'exact contraire de notre vision, qu'il qualifie de censure et contre laquelle Trump, Musk, Zuckerberg semblent partis en croisade. Face à cela, la Commission européenne a ouvert des procédures formelles à l'encontre de tous ces réseaux pour des possibles infractions au règlement européen sur les services numériques adoptés en 2022. Je crois savoir que c'est 10 procédures qui ont été ouvertes, comme ont été annoncées par le vice-commissaire hier ou avant-hier. De nombreuses voix s'élèvent partout en Europe, en France, jusqu'au chef de l'État pour s'étonner de l'absence d'effets concrets visibles de ces procédures. Pas de conclusion d'enquête, pas de condamnation, encore moins d'astreinte et de sanctions. Il faut qu'une réponse ferme soit prononcée par la Commission européenne. J'aurais souhaité avoir l'avis de nos invités sur ces sujets. J'ai 3 questions en particulier. Premièrement, quelles vont être, d'après vous, les conséquences de l'élection de Donald Trump sur la prolifération des fausses informations en ligne au sein de l'Union européenne et donc sur la stabilité de nos démocraties et de nos scrutins? L'Allemagne votera dans un mois exactement lors des élections fédérales du 23 février. En France, les élections municipales auront lieu l'année prochaine et les élections présidentielles l'année suivante. Deuxièmement, quelle est votre analyse sur la réponse apportée jusqu'ici par la Commission européenne? Est-elle selon vous suffisante? Troisième, et partant de là, quelle réponse préconisez-vous? Faut-il donner plus de moyens humains à la Commission européenne pour accélérer les procédures, durcir le règlement européen, ou comme l'a suggéré le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur France Inter le 8 janvier dernier, faut-il que la France déroge au règlement et reprenne elle-même le pouvoir de sanctionner ces très grandes plateformes? Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Merci beaucoup de votre question, monsieur le député. Je crois que les procédures qui ont été engagées, je crois qu'elles sont un peu moins nombreuses que ce que vous disiez. Elles sont longues, c'est souvent ce qui nous frustre. Elles sont efficaces, mais elles vont toujours au bout. Et en plus, elles sont susceptibles de recours en justice, donc ce qui est encore plus long. Mais, elles sont inattaquables, sauf en justice, et donc pas de transaction ou d'accord sur son affaiblissement. Je crois qu'il y a 24 grandes plateformes qui ont été décidées dans le DSA comme tombant sous le coup de la surveillance des services de la Commission, c'est-à-dire qui ont plus de 45 millions d'adeptes. X n'était pas à l'origine en Europe concerné, il l'est maintenant et il est poursuivi pour son immixtion en Allemagne et les déclarations de Musk. Je crois que les procédures ont été ouvertes. Ce que je regrette, je l'ai dit tout à l'heure d'une manière très discrète, c'est que tout ceci ne donne pas lieu de la part de la Commission à une explication, à la manifestation d'une volonté d'aller au bout des procédures, et ce que faisait très, très bien Thierry Breton, qui continue à faire d'ailleurs, heureusement, mais ça c'est un problème d'organisation de la Commission. Certains disent que la présidente de la Commission ne veut communiquer que toute seule. Les autres commissaires, comme le rappelait Sylvie, sont rentrés en fonction il y a peu de temps. Et ce sont des sujets extrêmement complexes. Thierry Breton, on sait ce que c'est qu'un algorithme. Je ne suis pas sûr que tous les commissaires le sachent. Voilà. Mais ils le sauront à l'usage, n'est-ce pas? En tout cas, par exemple, il y a... les moyens de la Commission sont considérables. Rien que l'entrée en vigueur du DSA, d'après mes informations, c'est 160 collaborateurs de plus pour la Commission, venus des réseaux sociaux, pour certains des hackers reconvertis ou convertis, et donc parmi les meilleurs au monde. Beaucoup viennent de la Silicon Valley, qui ont voulu reprendre du service en Europe parce qu'ils ne toléraient pas ce qui se passait et allait se passer aux États-Unis. On a même, je crois, à Séville, un centre d'excellence algorithmique, qui est un truc que personne ne connaît, dans lequel on a les meilleurs experts du monde, beaucoup de la jeune génération, pour essayer de traquer les fake news, d'avoir des réponses fortes à ce qui se passe sur les réseaux. Et comment vous dire, je crois, comme je le disais en introduction, que ces règlements sont désormais notre loi commune. Ils sont interprétés par nos tribunaux directement. Et ce ne sont pas des directives, etc., qu'il faut décliner ou mettre en œuvre par des lois d'application.
Donc évidemment c'est long, évidemment on est frustré, évidemment on ne supporte pas ni le bras levé de M. Musk, ni ses provocations. Je ne sais pas si vous avez vu comment il avait fait au premier meeting du président élu. Les moyens financiers sont là parce que dans le DSA, il y a une disposition qui a été introduite et qui fait payer le contrôle des réseaux par une contribution de 0,3%, je crois, du chiffre d'affaires par les grandes plateformes. Donc on n'a pas de dépenses supplémentaires et on n'est pas limité. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, comme vous-même, j'aurais aimé une réponse de la Commission forte et massive. C'est pour ça que j'avais invité Thierry Breton. Il est d'ailleurs sur toutes les chaînes pour le dire. Il regrette lui aussi de ne plus pouvoir le faire au nom de la Commission. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup. Moi, j'entends l'argument sur le fait que nos commissaires viennent de rentrer en fonction. Enfin, Trump, il n'a pas fallu 24 heures pour signer toute une série de décrets. Donc ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'ils sont en place. Et il serait quand même, je pense, de bon ton de les entendre de manière un peu plus forte. Je passe la parole à Jean Le Suc pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président et merci à nos trois intervenants. Je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit. Vous nous avez fait effectivement des interventions qui donnent beaucoup à réfléchir. On a deux grands enjeux qui ressortent de ce que vous nous avez dit. Un enjeu commercial évident, un risque de reprise de la guerre douanière avec ce que ça implique pour nos économies et notre économie en Europe, et puis un enjeu stratégique ou militaire, disons, avec un risque de prise en étau entre une agression qui prend de multiples formes du côté russe et des signaux contradictoires côté américain, notamment sur les dépenses militaires des États de l'OTAN. Pour autant, rien de tout ceci ne doit évidemment nous conduire au défaitisme. Vous l'avez dit, la question c'est comment peut-on aujourd'hui reprendre l'offensive, par quelle voie et quels moyens peut-on reprendre l'offensive. Et là-dessus, vos interventions suscitent chez moi deux questions. J'avais notamment une question pour Madame Matelli. Vous avez évoqué la définition d'un intérêt européen qui ne serait pas une somme des intérêts nationaux et qui rejoint d'ailleurs ce que disait M. Giuliani sur le fait qu'il faut que la construction européenne apporte un plus et ne soit pas simplement une addition. Comment aujourd'hui et sur quelle clé au fond pourrait-on fonder la définition d'un intérêt européen? Comment arbitrer non seulement sur le court terme, le long terme, j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais également comment arbitrer sur la définition d'un intérêt européen qui ne soit pas simplement la somme des intérêts nationaux. On comprend bien par ailleurs les forces de tirage qui existent entre grands États, petits États, la France qui est nécessairement à part des autres États sur le plan militaire, puisque c'est une puissance dotée. Vous avez raison, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que la France va se substituer aux États-Unis. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'attendent nos partenaires européens. Pour autant, évidemment, on peut difficilement comparer l'effort militaire français, l'industrie militaire française, et on voit bien le risque dans lequel on pourrait tomber d'être au fond accusé de vouloir récupérer au profit de l'industrie ou du complexe militaro-industriel français l'effort de défense auquel les Européens sont appelés. Donc ma première question, c'est vraiment la définition d'un intérêt européen. Et la deuxième, c'est est-ce qu'une coopération européenne intégrée efficace passe par une modification des traités? Est-ce qu'il faut s'engager vraiment pour intégrer davantage les efforts vers une modification du schéma institutionnel? Le président l'a dit, les commissaires européens mettent du temps à répondre par rapport à ce que fait l'administration américaine. Est-ce qu'on pourrait avoir un avis sur l'état actuel du droit européen pour répondre aux menaces nouvelles? Merci. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Madame Attali. Merci. Sur la question de l'intérêt européen, comme le suggérait Jean-Dominique Giuliani, je vais prendre 3 petites heures pour vous répondre. Non, je plaisante, je vais faire au plus vite. Ce que j'entendais par intérêt européen, et je ne suis pas sûre que la définition soit très simple, mais si on regarde les exemples du passé, prenez l'exemple de l'euro, par exemple. L'euro, c'est, je trouve, un exemple très, très intéressant de ce que pourrait être un intérêt européen. Pourquoi? Parce qu'au départ, accepter d'adopter
une monnaie commune n'est en rien une évidence. On renonce non seulement à la souveraineté de battre monnaie, la souveraineté nationale de battre monnaie, et qui plus est, on doit s'adapter à des cultures et à des perceptions de ce que doit être la politique monétaire qui sont très différentes d'un pays à un autre. On se souvient et on sait qu'il a été extrêmement difficile pour les Allemands, par exemple, et pour l'Allemagne, d'accepter de laisser le Deutsche Mark, de renoncer au Deutsche Mark pour adopter l'euro. Néanmoins, l'Allemagne l'a fait, et in fine, si vous en faites le bilan, et je crois que la popularité de l'euro auprès de la population européenne en est un signe, eh bien, les atouts et les avantages qu'a apporté l'euro sont probablement plus importants que les inconvénients. Les inconvénients, l'économiste que je suis rêverait de vous refaire les théories de Paul Krugman sur la réorientation des investissements, et c'est quelque chose qui a causé la crise de la zone euro, bien évidemment, parce que l'euro n'était pas complètement finalisé, et ne l'est toujours pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'avancée sur les questions budgétaires. Et il y a un gros sujet sur l'union de l'épargne et de l'investissement, mais ça, ce serait trop long que d'y revenir. Il n'empêche que, grâce à l'euro, on sent bien que face aux crises, nos pays ont été renforcés, quand bien même ils étaient individuellement, et pour certains d'entre eux, bien plus fragiles, parce qu'avec des déficits publics et des dettes publiques qui étaient bien plus importantes qu'avant l'euro en réalité. Donc je crois que l'intérêt européen, c'est ça. C'est quand à un moment donné, la souveraineté à laquelle on renonce en entrant dans un projet européen, en intégrant plus l'Europe, est bien moindre que les limites de toute intégration sont bien moindres que ce que nous apporte en termes de puissance, en termes de solidité, en termes de souveraineté, on pourrait démultiplier les enjeux, ce que nous apporte ce projet, cette intégration commune. La question étant où sont les pertes et où sont les gains, comment définit-on ça? Et ça, bien évidemment, c'est souvent difficile à définir a priori. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur Étienne, excusez-moi, Monsieur le Président Giuliani, Madame la Directrice Matelli, Donald Trump entame son deuxième mandat à la tête des États-Unis d'Amérique avec une base électorale plus large et une majorité parlementaire plus assurée, dans un contexte mondial marqué par une intensification des crises, génocide à Gaza, guerre en Ukraine, tensions dans l'Indo-Pacifique, progression des extrêmes droites, recul des droits fondamentaux, accroissement des inégalités, intensification du dérèglement climatique. Des crises auxquelles la première puissance qu'il dirige, de nouveau, a largement contribué. Les annonces et décisions prises dès les premières heures de son entrée en fonction témoignent d'une volonté de réaffirmer de manière agressive l'impérialisme états-unien qui se démarque sensiblement sur la forme de l'administration précédente, même si les nouveaux maîtres de Washington partagent avec les précédents la défense jusqu'au boutisme des intérêts de leur pays. Mais il apparaît peut-être plus clairement aujourd'hui aux yeux du grand nombre à quel point cet empire en déclin menace d'emporter le monde dans sa chute. À l'heure où le dernier rapport de l'ONU sur le climat fait état de l'insuffisance des plans d'action nationaux actuels pour empêcher le réchauffement planétaire, où les effets de ce dérèglement sont perceptibles à grande échelle, de Valence à Mayotte en passant par Los Angeles, les annonces et les décisions de l'administration Trump, composée de climato-sceptiques et fervent soutien des industries fossiles, traduisent une volonté enthousiaste d'accélérer la catastrophe. Sur le plan géopolitique, les États-Unis se sont illustrés au cours des derniers mois par leur soutien inconditionnel et renforcé à Israël, accusé par les instances internationales de commettre un génocide à Gaza et un apartheid dans les territoires occupés. Le fragile cessez-le-feu enfin entré en vigueur il y a quelques jours ne peut masquer la complicité de l'administration Biden et la duplicité de Trump qui aurait en partie autorisé Israël d'annexer la Cisjordanie. S'appuyant sur sa domination militaire, la guerre commerciale engagée avec la Chine participe à l'instabilité, notamment dans le Pacifique. Et le projet trumpiste d'augmenter ses tarifs douaniers devrait faire réfléchir une Union européenne qui s'est comportée depuis sa naissance en élève acharné et dogmatique de l'école de Chicago.
Alors, mon interpellation à vous trois portera sur ce que nous défendons à la France Insoumise, c'est-à-dire le fait d'avoir une voie alternative en menant une diplomatie non alignée, indépendante et altermondialiste. La France, mais aussi au niveau européen, il nous semble que c'est la voie que nous devrions mener pour rompre avec l'atlantisme mené jusqu'à présent et qui nous a rendus inaudibles et impuissants à l'heure de retour de l'impérialisme américain. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais réagir sur certains points de votre intervention, Madame la députée, notamment le climat. Parce que effectivement, dans les premières heures qui ont suivi l'entrée en fonction de M. Trump, on a annoncé le nouveau retrait de l'accord de Paris des États-Unis. Moi, j'ai vécu cela la première fois. J'étais à l'Élysée et on s'est battu, et on a réussi à l'époque à isoler les États-Unis de Donald Trump dans les réunions internationales, et on a même obtenu des communiqués au G7 et au G20 qui affirmaient l'irréversibilité de l'accord de Paris. Irréversibilité. Et c'était signé par 19 pays sur 20, y compris des producteurs d'hydrocarbures. Le G20, c'était pas évident d'obtenir ça. Le G7, c'était plus facile. Là, aujourd'hui, et puis alors l'autre chose qui était importante à l'époque, c'est qu'on avait beaucoup d'alliés aux États-Unis même. Il y avait toute une coalition d'acteurs américains qui disaient « We are still in », on est encore dedans, dans l'accord de Paris. Je me souviens d'ailleurs, pratiquement le lendemain de l'annonce du retrait, du premier retrait, on avait Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui était à l'Élysée. On construisait des coalitions qui ont donné lieu au One Planet Summit, etc. Là, on est de manière un peu paradoxale dans une situation où, vous l'avez évoqué vous-même, les menaces, la dégradation des conditions et les menaces contre le climat sont encore plus évidentes, où les choses se sont dégradées finalement, et où la réaction internationale, même si elle augmente, continue à ne pas être à la hauteur de l'enjeu. Et pourtant, je ne sais pas dans quelle mesure on va réussir à avoir le même endiguement de ce deuxième retrait. Je suis sûr qu'on va se battre, on va continuer à se battre, mais c'est extrêmement important de maintenir le combat, notamment pour que tous les autres pays continuent à augmenter leurs engagements au titre des contributions nationales déterminées au plan national, et INDC en anglais, c'est-à-dire la logique de l'accord de Paris. Cela va évidemment être un combat, et on va reprendre le combat, mais je crois que ce qui nous permettra finalement de prévaloir, c'est l'évidence de ce constat. Mais aux États-Unis, je l'ai vécu comme ambassadeur, c'est totalement idéologisé. Vous allez voir des gens qui souffrent, des responsables politiques qui sont dans les États qui souffrent du changement climatique, que ce soit la sécheresse contre les agriculteurs, les déferlements des tempêtes, des ouragans sur les côtes. Et malgré tout, ils disent en gros, on est contre cet accord parce que cet accord ne met pas les États-Unis au même plan que la Chine. On tombe toujours sur la Chine. La Chine n'a pas à prendre les mêmes engagements. Nous, on doit défendre nos intérêts. Donc voilà. Donc je pense que si tous les autres pays restent dans le combat, ce sera très important. Mais je reconnais que ce sera un combat difficile. Bon, moi, j'ai parlé tout à l'heure des relations, en réponse à votre collègue, de la réponse de l'Union européenne. Vous avez parlé des pays tiers. J'ai dit moi-même dans mon introduction, l'une des réponses au retour de Donald Trump pour l'Europe, c'est effectivement de multiplier les partenariats dans les autres régions du monde. On a parlé de la politique commerciale. Moi, j'ai parlé de l'aide au développement. Je crois qu'il faut rester, que l'Union européenne soit très présente et aussi sache répondre aux besoins de ses partenaires dans le monde, notamment en Afrique, sur les autres continents. Et que l'Union européenne soit un facteur d'une réforme du système international dans le sens de plus d'équité, que les systèmes de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, les Nations Unies, y compris Conseil de sécurité,
représente mieux les pays tels qu'ils sont aujourd'hui. Et il faut que la France et l'Union européenne continuent, je dis continuent parce qu'on le fait déjà, à porter ce discours pour la légitimité, donc pour l'efficacité des institutions internationales, qui sont celles dont le président Trump sort les États-Unis actuellement. Je reprends l'exemple, malheureusement, de l'OMS. Merci beaucoup. Il me reste quelques questions, parce qu'on a fini avec les orateurs de groupe, donc là c'est les députés de manière autonome, on va dire, en dehors de leur groupe politique, en commençant par Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Oui, pour merci. une minute, Oui, minute 30. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que le sujet, il est complexe, il est important. Je remercie l'ambassadeur, Monsieur le Président et Madame la Directrice. On a évoqué effectivement, il y a plusieurs risques politiques et risques stratégiques. Et je dirais, sur le risque politique, on a affaire plutôt à un techno-impérialisme que je qualifierais plutôt de césarisme high-tech, pour rejoindre le Président. Mais il y a aussi un risque économique et monétaire. Et c'est là-dessus que je voulais un peu poser. On connaît les orientations de Trump en matière économique, mais il y a aussi un mercantilisme. Et il sera même, je dirais, aussi transactionnel. Si, par exemple, la Chine accepte de vendre moins et d'acheter plus, il sera satisfait. Donc, l'Union européenne doit avoir pour priorité de défendre les intérêts économiques. Alors, deux questions. En matière commerciale, serions-nous solidaires si Donald Trump, par exemple, décide de surtaxer les voitures allemandes? Comment riposterons-nous à des droits de douane de 10 à 20%? Par exemple, nous n'avons pas donc réussi sous Biden. Donc effectivement, c'est la question. On l'avait abordé d'ailleurs le sujet lors de l'IRA dans cette commission-là, et on avait parlé, je rappelle, volontarisme, simplicité et agressivité commerciale intégrée. Et puis il y a quand même une opportunité dans ce risque-là, c'est aussi de donner la possibilité à l'Europe de réarmer finalement le logiciel de gouvernance, d'une part, et puis des priorités qui doivent être rappelées ici. C'est peut-être l'occasion de pouvoir aussi sortir un peu de l'attentisme. Merci beaucoup. Madame Matteli. Merci beaucoup. Alors, je vous rejoins sur les risques économiques que fait peser ce retour du protectionnisme, et vous avez qualifié de mercantilisme. Le mercantilisme, on le sait de longue date, ça se termine toujours par des conflits et des guerres, et c'est effectivement un risque extrêmement important. Et là-dessus, on se rend compte que la réaction et l'attitude des Européens face à ce type de politique n'est pas juste une attitude de rétorsion face à des mesures protectionnistes et à des mesures tarifaires, mais doit aussi être une attitude de défense des principes qui ont guidé l'intégration européenne et qui ont guidé aussi la prospérité du monde, même si tout n'est pas parfait et on aurait pu agir contre certains effets pervers, mais malgré tout, on a ce défi qui nous est posé. On le voit, hein, les mesures tarifaires entraîneront de l'inflation, y compris et surtout aux États-Unis, et déstabiliseront encore plus les populations, dont on sait que la polarisation dans nos démocraties est une menace directe pour nos démocraties. Elles réduisent, ces mesures, la concurrence internationale, en créant d'ailleurs une concurrence totalement déloyale, et en parallèle, elles fragmentent aussi la mondialisation, une mondialisation sur laquelle les grandes puissances, dont des puissances que l'on peut qualifier d'hostiles aux Européens, profitent de cette fragmentation de la mondialisation pour attirer à elles un certain nombre de pays, et bien évidemment pour s'opposer et là aussi remettre en cause nos démocraties et nos grands principes. Donc ça c'est un fait. Alors que fera-t-on? C'était la deuxième partie de votre question par rapport à ça. Est-ce que nous serons solidaires si les voitures allemandes sont taxées? Nul doute que les voitures allemandes ne seront pas les seuls à être taxés, et donc nous serons solidaires parce que nous serons concernés également. Pour rappel, hein, l'Allemagne est, comme la France, l'un des pays en Europe fauteur de déficit commercial aux États-Unis, donc nul doute que la France sera visée sur ces produits. Les grands secteurs d'activité et les grands secteurs d'exportation français aux États-Unis, c'est l'aéronautique, c'est le luxe, c'est l'agroalimentaire. Nul doute que Donald Trump l'aura remarqué, qu'il ne nous oubliera pas. Donc évidemment, on sera solidaire, et d'autant plus que, ayant une politique commerciale commune, comme ça a été rappelé par mes collègues, nous réagirons en commun, bien évidemment, face à ces agressions.
Bien sûr, allez-y. Puis-je dire juste un mot? Vous avez soulevé la question de l'équilibre monétaire et financier. L'idée de transformer une partie des réserves de la Banque centrale en bitcoins. Alors, je me pique de connaître un peu les sujets monétaires. C'est le désastre assuré, et au niveau planétaire. Donc là, vous avez raison, il y a un vrai danger. Je pense que les grandes banques centrales, y compris américaines, vont tout faire pour éviter ça. Parce que, quels que soient les intérêts patrimoniaux de M. Trump, apparemment il y a quelque chose là derrière, en tout cas de M. Musk, ce sont des choses inqualifiables. Voilà. Merci beaucoup. La parole est à Constance Le Grip pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs, pour vos exposés extrêmement éclairants. Moi, je retire de vos différentes prises de parole, nonobstant l'exposé des risques, des dangers et des défis nouveaux, menaçants pour certains, qui se posent à nous depuis la réélection de Donald Trump, qu'en réalité, cette réélection peut être une vraie opportunité. Et je souhaite vraiment, comme peut-être vous l'avez d'ailleurs chacun d'entre vous dit, et j'espère que cet état d'esprit peut se diffuser ailleurs que dans cette commission des affaires européennes, nous sachions saisir cette opportunité, saisir la chance de ce sursaut, de ce réveil. Alors voilà, je suis assez vieille pour avoir connu beaucoup d'autres moments où on disait que l'Europe est à la croisée des chemins, l'heure de vérité est là, nous sommes au pied du mur, etc., y compris après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Mais là, nous y sommes vraiment, si je puis dire. Nous y sommes vraiment. Alors, on a abordé déjà les ripostes possibles sur le plan européen au retour de la guerre commerciale, au retour du protectionnisme, à la déstabilisation du multilatéralisme, à la dérégulation effrénée, avec l'impérialisme technologique, en quelque sorte, qui arrive et qui est déjà très présent, mais qui va certainement s'accélérer. Préférence européenne, accélération de l'autonomie stratégique européenne. Enfin, vous avez esquissé beaucoup de pistes et beaucoup d'espoir devant nous. Moi, je voulais venir rapidement, Monsieur le Président, au couple franco-allemand. Alors, on sort un tout petit peu du sujet, mais en même temps, on est au cœur du sujet parce qu'on sent bien que ce sursaut, ce réveil, cette accélération, que ce soit la préférence européenne, la construction d'une véritable politique industrielle européenne, y compris en matière d'équipement militaire, etc., n'est possible que s'il y a un couple franco-allemand, un axe franco-allemand qui redémarre sérieusement. Donc, est-ce qu'on peut avoir le privilège de bénéficier de vos commentaires, de vos opinions, de vos attentes sur le couple franco-allemand qui est quand même, alors nonobstant le déjeuner entre le chef de l'État et le chancelier Scholz qui se serait bien passé, enfin on espère bien qu'il se soit bien passé, est quand même en panne. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Madame la députée, d'abord, oui, c'est une opportunité. Moi, je voudrais rebondir sur ce que le président a dit au début. Il ne faut pas céder au défaitisme, ab initio, au pessimisme. L'une de vos collègues a parlé de panique, de panicard, je veux dire. Il n'y a pas matière à tomber dans la panique. Et il faut surtout... Alors moi, j'ai vécu le premier mandat de Donald Trump. C'est un président qui vit dans la communication et il sait établir des rapports de force et faire pression à partir de sa communication. Et donc, la tendance naturelle est de tomber un peu dans le panneau et de suivre son ordre du jour, son agenda. Pour les Européens, je dirais l'attitude normale, c'est de dire on a un président des États-Unis que les peuples américains élus. Les États-Unis, c'est notre partenaire très important, notamment pour la sécurité. Bon, d'accord, on va travailler avec lui, mais nous avons notre agenda, nos intérêts, notre agenda. Et nous allons le développer, si possible, en coopération avec la nouvelle administration américaine. Et comme vous le dites très justement, la manière dont il prend les sujets peut être aussi une opportunité pour nous forcer un peu à répondre à des défis auxquels on a simplement commencé à répondre. Donc moi, je suis un vieux de la vieille des circuits européens, parce que depuis 86, je suis dans les négociations européennes, 1986. Et effectivement, le nombre de fois on a dit l'Europe est à la croisée des chemins, comme vous le dites, c'est la crise, etc. Bon, et j'en viens aux franco-allemands, parce que si l'Europe a pu réagir
pas forcément de manière aussi rapide qu'on l'aurait voulu, pas aussi complète. Sylvie Matteli a rappelé que les constructions comme l'UEM, Jean-Dominique a évoqué Schengen, sont des constructions qui ne sont jamais complètement, parce qu'on n'y arrive pas tout de suite d'un seul coup. Mais c'est toujours le couple franco-allemand qui, chaque fois, avec ses difficultés, a donné finalement l'élan pour trouver la réponse. Moi, je l'ai vécu dans la crise de la zone euro, et Dieu sait qu'on a critiqué l'Allemagne qui régissait toujours trop tard. Je l'ai vécu on l'a vu avec le Covid et la réponse, le nouveau budget européen. Pour la première fois, cette décision dite que le futur chancelier Scholz, à l'époque il était ministre des Finances, a qualifié justement de décision hamiltonienne d'emprunter pour la première fois sur les marchés de l'argent pour l'Europe. C'est toujours venu d'initiatives franco-allemandes. Donc moi, ayant été 2 fois en poste en Allemagne, avant et après la chute du mur, et après la chute du mur comme ambassadeur, je vois bien les difficultés qu'affrontent les 2 pays, la France et l'Allemagne. L'Allemagne voit son modèle économique remis profondément en cause. Je vois bien les difficultés de politique intérieure, avec aussi des coalitions, je parle de l'Allemagne, avec de plus en plus de partis. Bref, je sais tout ça, mais je pense, étant optimiste de nature, que nous aurons, face à l'ampleur des défis, et après l'élection allemande, puisqu'il y a une élection dans les prochains jours, dans un mois en Allemagne, la réaction consistera à dire, bon voilà ce qu'il faut faire. On va trouver des solutions ensemble. On n'est pas d'accord au début. On n'est jamais d'accord au début entre Français et Allemands. On est dans des situations trop différentes. Mais il faut aller dans cette direction. Et voilà ce qu'on propose à nos partenaires. Et ce faisant, on aura la présidence polonaise. On parle beaucoup de l'Italie. Oui, l'Italie fera partie des initiatives. La Pologne, l'Espagne. Enfin, on n'exclut personne. Mais je crois que le rôle de la France et l'Allemagne, malgré tout ce qu'on peut constater de difficultés aujourd'hui, restera fondamentale. Merci beaucoup. Il me reste 3 questions. Je propose de les prendre les 3 à la suite, comme ça vous en choisirez une chacun, ce qui vous permettra d'y répondre et en même temps de faire un mot de conclusion chacun, si ça vous va ainsi. En commençant par Karine Ben Brahim pour le groupe socialiste apparenté. Merci, Monsieur le Président. Finalement, le mal dont souffre l'Union européenne n'est-il pas son excès de naïveté ? Alors je pense d'abord à la naïveté de celles et ceux qui, aveuglés par leur admiration pour toutes les figures d'incarnation de l'autoritarisme et du nationalisme, alors même que celles-ci menacent notre sécurité en menant une guerre contre nos valeurs sur le territoire même de l'Union européenne, ou en menaçant d'une rupture brutale avec l'OTAN, menacent la sécurité de nos citoyens. Et la seconde forme de naïveté, alors que nous inquiétons tous des politiques protectionnistes européennes, n'est-elle pas le refus de sortir du dogme du libre-échange sur lequel nous avons tout de même bâti une partie de nos politiques européennes, et alors même que les gouvernements chinois et américains sont eux-mêmes sortis depuis bien longtemps de toute volonté de se projeter pleinement dans une forme de concurrence libre, non faussée, internationale. Sans même parler d'une hausse des droits de douane qu'on a évoquée au cours de cette audition, au sein de l'Union européenne, nous ne parvenons pas même à inscrire dans nos règles de lancement d'appel d'offres des règles qui nous permettraient de nous protéger, ou tout du moins d'accorder une forme de priorité aux industries européennes. Tout à l'heure, le député Herbillon nous disait que nous faut-il pour prendre conscience de la nécessité de construire une défense européenne? Nous voyons l'agressivité de la Chine, nous voyons l'agressivité de notre partenaire européen. Finalement, la première des révolutions que l'Union européenne doit réaliser n'est-elle pas avant tout une révolution des consciences pour sortir, pour tourner la page de politique économique que nous avons menée pendant des décennies? Merci beaucoup. La parole est à Céline Calvez pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, depuis la réélection de
Donald Trump, et plus encore depuis quelques heures, depuis son investiture, on a vu de nombreuses déclarations, de nombreuses dizaines de décrets pour redéfinir la géographie mondiale, le mix énergétique de notre planète, les renoncements à la transition écologique et des reculs bruts sur les politiques d'égalité. On a eu des déclarations offensives sur l'intelligence artificielle ou encore des prises de position radicales sur la liberté d'expression en ligne. On voit bien que l'espace public numérique est un vrai champ de bataille fondamental. Nous avons évoqué la réglementation européenne comme le DSA et vous avez souligné que l'Europe, avec ça, a de quoi se défendre si elle décide d'être plus ferme également. Je voulais vous amener à nous livrer vos réflexions sur la création et la diffusion culturelle européenne. La place des droits d'auteur dans l'écosystème intelligence artificielle à l'heure de l'IA générative. Comment voyez-vous l'évolution de cette reconnaissance par la transparence et le partage de la valeur ? D'après vous, sentez-vous des mesures de limitation commerciale ou réglementaire à la diffusion des créations européennes sur le territoire physique ou numérique des États-Unis? Et enfin, on le sait, avec la directive SMA, on a pu faire contribuer les acteurs des plateformes américaines aux créations. Comment voyez-vous éventuellement des mesures de rétorsion dessus ou des contreparties exigées en échange de ces obligations? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, Liliana Tanguy pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de vous retrouver, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur. J'avais deux questions. Une qui... je voudrais en fait revenir sur le risque de décrochage industriel et technologique de l'Europe par rapport à l'Union européenne, aux États-Unis et à la Chine, qui a été souligné par le rapport de Mario Draghi. Je voulais savoir si parmi les atouts que nous avons au sein de l'Union européenne, lesquels seraient les plus déterminants pour renforcer notre souveraineté européenne. Et une deuxième question concernant le risque de division au sein de l'Union européenne et qui rejoint un peu celle de ma collègue concernant le couple franco-allemand. Quand on sait que Viktor Orban et Giorgia Meloni étaient présents à la cérémonie d'investiture du président Trump et qu'ils adhèrent à son discours... pardon ? Je pensais qu'il y était. Désolée. Alors, il était invité en tout cas. Voilà. J'ignorais. D'accord. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même un discours très proche l'un et l'autre. Ils adhèrent au discours populiste du président Trump. Donc, je me posais la question des conditions, selon vous, qui sont nécessaires pour éviter justement les divisions au sein de l'Union européenne qui mettraient à mal, en fait, notre capacité à faire face à des États autoritaires qui nous sont hostiles. Merci. Merci beaucoup. Bien, je vous laisse répondre tous les trois. Alors, je vais peut-être répondre plutôt à la troisième, mais quelques mots sur la première, pour revenir sur les trois éléments que vous aviez cités, donc excès de naïveté, refus du libre-échange et défense européenne. Dans les trois cas, on est sur des questions d'intérêts nationaux qui sont identifiés comme, à ce stade, plus importants qu'un intérêt européen à construire ensemble. Et ça n'est pas, de mon point de vue, de la naïveté. Je vais vous citer ou un refus du libre-échange, une domination du libre-échange. Je vais vous citer l'exemple de la défense européenne et je reprendrai les mots de Jean-Dominique Giuliani quand il en parlait tout à l'heure et qu'il expliquait que pourquoi n'y va-t-on pas ? Eh bien, il faut aussi d'abord nous demander, nous, parce que nous sommes parfois réticents à intégrer. Il y a des dimensions culturelles, mais il y a aussi des dimensions culturelles, des dimensions de confiance entre nous, et on a aujourd'hui plus confiance au parapluie américain, mais il y a aussi un manque de volonté et d'intérêts nationaux bien compris à aller vers plus d'Europe, et ça, c'est une problématique. Alors, pour répondre au risque de décrochage, la question est simple, donc il n'est pas facile d'y répondre, et ce serait très long d'y répondre, mais la question est relativement précise et orientée.
Vous avez posé la question des atouts pour lutter contre ce décrochage, contre la croissance économique américaine et l'évolution du PIB américain, et puis contre l'agressivité commerciale de la Chine, en fait. C'est bien de cela dont il est question. Alors, nos atouts, bien, ils ont été très, très bien identifiés par les rapports Draghi et l'État dont vous parliez. Le premier, c'est les compétences et les forces vives dont nous disposons en Europe, le niveau de formation de notre ressource humaine, bien évidemment. Le deuxième, c'est les capacités d'innovation, et c'est étroitement lié à nos compétences. On l'a vu pour le vaccin contre la Covid. C'était d'abord des Européens qui avaient trouvé le vaccin, et puis, in fine, c'est des entreprises américaines qui l'ont exploité et qui l'ont développé. Et le troisième atout, alors il y en aurait probablement d'autres, mais à ce stade, j'en vois trois, c'est l'épargne européenne. On sait que les Européens épargnent massivement. La question, c'est comment mobilisons-nous tous ces atouts dans l'intérêt des Européens et enfin de lutter contre ce décrochage. Et c'est la question qui est posée aujourd'hui aux Européens et à l'Europe face à ce décrochage, avec une feuille de route qui devrait être présentée assez rapidement par la Commission européenne, et puis des États qui se mettront autour de la table pour en discuter également. Merci beaucoup. Je voudrais dire à Madame Calvez que je suis aussi le président du GIE franco-allemand Arte, dont le président de la République française et le président allemand ont souhaité que ce soit la plateforme numérique européenne. Nous avons déjà 12 partenariats avec Arte, avec des chaînes publiques. Voilà. Et donc, il faut que vous souteniez ce projet franco-allemand à plusieurs titres, qui vient encore de se faire ratiboiser dans le projet de loi de finances que vous allez examiner bientôt. Je me permettrai d'ailleurs de vous écrire pour cela. Mais l'objectif, Arte, c'est une petite chaîne, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est 2 milliards de vidéos vues par an. Donc c'est la télévision du futur, celle de nos enfants, de nous-mêmes la plupart du temps, puisqu'on ne regarde plus depuis longtemps le 20h pour des tas de raisons. Et donc, je me permets cette page de publicité que vous voudrez bien me pardonner, gratuite, et comme Arte d'ailleurs, c'est gratuit. Voilà. Donc, moi, je voulais vous dire que en matière militaire, comme en matière économique ou technologique, la meilleure défense, ça reste l'attaque. Et donc, nous avons des instruments pour nous défendre. Il faut titiller les institutions pour les utiliser. Il faut peut-être en créer d'autres, mais ceux que nous avons en matière commerciale, en matière numérique, autres, sont vraiment souvent très innovants, peu connus et robustes. Et donc nous devons... l'attaque, c'est ce que nous avons dit, tous les quatre, je crois, c'est cette opportunité que nous avons. Et personnellement, je me suis permis, je sais que c'est un terrain extrêmement difficile sur le plan politique, d'évoquer la surréglementation. Car ce qui me terrorise, c'est la manière dont l'économie américaine va s'affranchir de toute règle. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais je dis quand même, pour répondre à Mme Tanguy, qu'on pourrait faire mieux. Moi, je veux bien qu'on réglemente tout, mais dans l'histoire du monde, aucune invention majeure n'est née d'une règle. Aucune invention majeure, vous pouvez la machine à vapeur, l'électricité, etc. En revanche, les règles sont nécessaires parce que nous sommes Européens, que nous avons une économie solidaire, une société différente dans laquelle le droit écrit est très important. Les règles, on s'y adapte, mais elles ne nous projettent pas dans l'avenir. Et ça, c'est ce que, derrière toutes les horreurs du discours inaugural du président, c'est ce qui me fait le plus peur. Voilà. Et donc, c'est à nous, enfin, c'est à vous en réalité, de voir si on peut passer dans un trou de souris pour libérer l'économie européenne. Je pense que dans l'agenda de la Commission européenne, c'est inscrit, je ne sais pas si ce sera bien fait, mais comme nos amis allemands, leur industrie est très affectée, nous aurons peut-être des alliés que nous n'avons pas toujours. Et puis, dernier point, je rejoins votre président pour dire qu'il n'y a aucune raison à cette baisse de morale en Europe, sauf peut-être la démographie, sauf peut-être les crises politiques, qui à l'échelle du monde justifient plus que jamais l'Europe indispensable, et que nous avons un travail profond, nous sommes trop modestes, même bien qu'alliés pour le faire,
pour le faire tout seul. Il faut s'approprier l'Europe pour retrouver cet élément de fierté qui est quand même indispensable à l'avancée des politiques européennes pour répondre à ce type de situation. Il ne faut pas seulement répondre en défense, il faut imaginer pour nous-mêmes, comme Philippe Etienne l'a dit, l'Europe avec ses principes, ses règles, mais peut-être aussi réfléchir à tous ces défis qui nous sont lancés. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour le mot de la fin. D'abord, la première question qui a été posée sur l'excès de naïveté, oui, il faut sortir, mais on a commencé à le faire, mais il faut se donner les armes égales aux autres, et donc continuer à faire évoluer non seulement notre législation commerciale, et sur les marchés publics que vous avez évoqués, mais aussi la manière d'agir, d'utiliser ces instruments, et enfin de projeter une vision sur le commerce mondial, qui est un commerce juste, mais qui reste un commerce ouvert, parce que c'est l'intérêt de l'Europe. On le voit avec la manière dont nos pays et nos économies commercent avec des grands partenaires qui sont ni les États-Unis ni la Chine d'ailleurs. On a déjà évoqué cette dimension, mais sans naïveté et en disant qu'il y a des standards, des normes qui pour nous font partie de ces règles du commerce international. Je crois que l'Europe a beaucoup changé de ce point de vue-là par rapport à l'Union européenne que j'ai connue il y a 10-15 ans. Et je crois que c'est le pays qui l'a fait changer, c'est la France. Mais c'est aussi la réalité, le fait, comme vous le disiez, que ni la Chine, ni maintenant les États-Unis ne sont vraiment dans le respect de ces principes. Alors il faut aller un peu plus loin, il faut défendre nos intérêts sans complexe, tout en se rappelant qu'on garde un intérêt à un monde ouvert. Sur la culture, moi il se trouve que j'étais là quand on a adopté le mandat du défunt TTIP, et c'est que la France s'est bagarrée pour exclure les services audiovisuels. Hein. C'est une tradition française, mais je crois que franchement que dans cette société nouvelle de l'intelligence artificielle, le modèle européen restera le modèle de la défense des contenus. Et c'est d'ailleurs le point de transition vers la question posée par Liliane Tanguy. C'est notre force aussi. C'est pour ça qu'il faut... Je crois que la principale force de l'Europe, c'est ses créateurs, et en particulier, c'est sa capacité à former des créateurs, des ingénieurs, des scientifiques. Et la faiblesse de l'Europe, c'est de ne pas savoir les garder ou de ne pas savoir les faire revenir. Et donc, c'est vrai en France. Moi, comme ambassadeur aux États-Unis, j'ai passé mon temps à cartographier des diasporas scientifiques. Vous savez que les laboratoires américains, il y a 2 tiers d'étrangers. Et ils viennent parce que ce n'est pas seulement une question de salaire, c'est une question de facilité de recherche. Donc, je pense qu'il faut que l'Europe mette vraiment le paquet, parce qu'on a formé tous ces gens. Il faut savoir les utiliser après pour les laisser s'épanouir. Voilà, donc c'est ça ma conclusion générale aussi. C'est encore une fois, on a les atouts. Il ne faut pas se laisser dicter l'agenda par les uns ou par les autres. On n'a pas à s'aligner sur tel ou tel, mais on a largement les moyens. Et la France gardera un rôle certainement d'animation très important, mais doit écouter les autres aussi, doit tenir compte des intérêts des autres pour répondre, et j'aime même pas le mot répondre, pour fixer son propre agenda qui doit simplement être à la hauteur des défis qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois que c'était une discussion importante et le débat a été nourri et vif. Vous avez pu voir une pluralité de points de vue dans cette Assemblée nationale, même si on retrouve quand même dans cette commission un engagement européen notable, mais c'est aussi le reflet de ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui, et c'est très bien ainsi. Merci donc d'avoir participé, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à toutes les questions. Il me reste juste un point avant de lever la réunion. Je dois nommer un rapporteur sur la proposition de résolution européenne visant à étendre les compétences du parquet européen aux infractions de l'environnement. J'ai été saisi de la candidature de l'auteur de cette proposition de résolution, qui est notre collègue Naïma Moutlou. Et donc nous examinerons cette proposition de résolution européenne dès la semaine prochaine, mercredi, à 15h. Et donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 15h. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et merci encore à tous les trois. Merci de nous avoir.